Ulysse n'a absolument pas perdu la mémoire. La dernière nuit de Troie, belles images. Ah ouais, bon, bien sûr, les prétendants ne respectent aucun code. Je suis Olivier Battistini, historien du monde grec, passionné par la métapolitique et la philosophie politique. J'ai travaillé sur Thucydide, Alexandre le Grand, Platon et Aristote. Et aujourd'hui, nous allons parler du film de Nolan, l'Odyssée. Il s'agit d'une interprétation d'une œuvre de l'Antiquité, et en particulier de l'Iliade ou de l'Odyssée, des transformations, des métamorphoses et des volontés d'adapter, et le mot est léger, l'œuvre à un monde contemporain qui est à des années-lumière de l'œuvre d'art dont il est question. D'abord, le film est bruyant, et sur le plan de la forme, parce que je parlerai ensuite du fond, sur le plan de la forme, je trouve qu'il aurait été de bon ton de la part de Nolan, qui disposait, me semble-t-il, de pas mal de moyens pour réussir un film, et on se posera donc des questions sur la raison pour laquelle ce film n'est pas un succès, n'est pas une œuvre d'art. Il lui suffisait, par exemple, de suivre le scénario audacieux d'Homère, dont je vous rappelle les éléments essentiels. Du premier livre au chant 4, me semble-t-il, nous sommes à Ithaque, 20 ans après le départ d'Ulysse. Les prétendants sont là, Pénélope attend, et Télémaque se demande où est son père. Et brutalement, avec un art et une audace extrême, qui est lié à ce que j'appelle la mimésis, c'est-à-dire non seulement la représentation du réel, ce qui est le propre d'une œuvre d'art, quoique parfois c'est l'inverse, c'est le réel qui imite l'art, comme je l'avais dit une fois quand j'ai rencontré Emir Kusturica en Serbie, mais là c'est plutôt ce que Jean l'Auxerrois appelle la mise en présence. Et on passe avec ce film de Nolan à côté parce qu'il ne respecte pas le scénario dont je vous parle. À savoir que brutalement, in medias res, comme dans les films les plus audacieux d'aujourd'hui, mais l'audace d'Homère est encore plus fascinante puisqu'on se retrouve dans l'île de Calypso, dont je vais vous parler tout à l'heure dans la seconde partie lorsqu'il sera question du fond. L'île de Calypso, l'île qui cache, on découvre pour la première fois Ulysse. Et on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas ce que fait Ulysse dans l'île de Calypso. Il est dans l'île de Calypso, il réussit ensuite, on le verra, à quitter l'île, mais un naufrage l'attend, et il atterrit, au sens propre, en termes de marine, dans l'île des Phéaciens. Et cela, Nolan n'en parle absolument pas, alors que c'est justement la clé du film, pour permettre un rapport magique entre le passé et le présent. Voilà ce qu'est un créateur. Et dans l'île des Phéaciens, Ulysse entend l'Aède ou le rhapsode d'Hémodocos raconter les malheurs des guerriers qui sont tombés à Troie, les Grecs comme les Troyens, car chez les Grecs, vous le savez sans doute peut-être, il n'y a pas l'idéologie. Et Ulysse, et c'est, vous savez, quelque chose qui me fascine, les héros des mythologies, des épopées grecques sont les seuls à être capables, à être doués de larmes. Ulysse pleure. Et Alkinoos, le roi des Phéaciens, lui demande la raison de ses larmes. Et Ulysse va alors, dans une sorte, si vous me permettez l'expression, que je n'aime pas trop, mais bon, de flashback, ou de récit rétroactif, raconter lui-même, c'est lui qui devient le poète, c'est lui qui va mettre en scène toutes les épreuves qu'il a subies, jusqu'à ce que ensuite Homère reprenne la main et revienne dans le temps présent. Avec cette mise en scène subtile et audacieuse, ce qui permet à Homère de disparaître et de donner la parole à Ulysse, on revient ensuite dans le temps présent pour raconter une séquence qui est curieusement
en harmonie, je pèse mes mots, hein, l'harmonie c'est l'alliance des contraires, l'opposition des contraires se suffit à elle-même, c'est la séquence d'Euryclée. Si vous avez quelques secondes à m'accorder encore, voici, en harmonie avec le scénario audacieux qui n'a pas été respecté par Nolan, une séquence, parce que Nolan ne parle pas de l'île des Phéaciens, ce qui permet de mettre en harmonie le passé et le présent, pour qu'il y ait cette métaphysique et ce mystère qui fait que l'œuvre d'Homère est le poème le plus beau qui ait jamais été chanté par des lèvres humaines. Voici la séquence que Nolan a ratée. Et c'est impardonnable pour quelqu'un qui veut créer une œuvre d'art. Parce que là, non seulement on est dans le beau, mais on est dans ce qui est d'une audace de récit extrême. Euryclée lave les pieds de son maître, reconnaît la cicatrice, est prête à pousser un cri de joie, et Ulysse lui met la main sur la bouche pour l'empêcher de révéler sa présence. Mais immédiatement, et toujours, je précise, dans un temps présent, il n'y a pas de rupture, ce n'est pas comme tout à l'heure un flashback, on est immédiatement au moment de la chasse où Ulysse va recevoir la blessure qui explique la cicatrice. Et la chasse est racontée comme un récit à part, mais dans le prolongement même de la scène, jusqu'à ce que Euryclée lâche le pied de son maître dans une figure stylistique qui pourrait faire rêver les grands cinéastes. Le pied tombe dans la bassine et on revient dans le temps présent. Le début du film commence par une très belle image, une image qui m'a séduit, où l'on voit le cheval sur la rive, face à l'océan, face à la mer, aux flots retentissants. Cette image est belle et je voudrais cependant la commenter parce que le piège dont il est question, le fameux cheval de Troie, la véritable histoire est secrète, à mon avis. Parce qu'un piège, pour qu'il fonctionne, eh bien, il faut qu'il soit caché. Et un mensonge, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il possède des éléments de vérité. Voici les faits tels qu'ils nous sont présentés, mais ils ne sont pas dans l'Iliade, et ils sont évoqués par 3 fois dans l'Odyssée. Ils sont racontés par Virgile, par Quintus de Smyrne, par Triphiodore, par Darès ou par Dictys. Le fait que Homère n'en parle pas peut nous faire réfléchir. Il faut que le piège fonctionne. Voici la version officielle. Le cheval, le piège d'Ulysse, et dans le cheval, le commando composé des chefs grecs. Sinon est sur la plage, il persuade les Troyens que c'est une offrande à Athéna, et Lacoune, qui se méfie. Chez Virgile, il dit Timéo Danaos et Dona Ferentes, il faut se méfier des Grecs, craindre les Grecs, surtout lorsqu'ils apportent des cadeaux. 2 serpents monstrueux surgissent et emportent Lacoune. La nuit de Troie, il y a des images qui racontent la mise à sac de Troie, et l'incendie qui dévore la cité de Priam. Les images sont belles, dignes d'être regardées et appréciées. Et je vous rappelle que l'armée des Grecs s'est retirée tout entière dans la rade de Ténédos. Ne reste que le commando qui est composé des chefs grecs. Et voici déjà la première absurdité. Comment voulez-vous qu'un commando soit composé uniquement de chefs, ce qui ferait que si le commando échouait, l'armée entière se retrouverait sans chef. Il y a donc 2 éléments qui me font douter que ce piège est celui qu'on nous raconte, puisque les chefs sont dans le cheval et que Homère ne raconte pas la chose. Donc l'hypothèse d'une mission pour demander la paix devient plausible. Et à ce moment-là, lors des discussions, on peut très bien imaginer que Hélène s'adresse au chef de guerre grec et que Lacoune se méfie des propositions des Grecs, et c'est là qu'il est éliminé. Vous le voyez, pour que le piège fonctionne, il faut qu'il y ait des éléments de vérité, le cheval, mais ce cheval, il n'y a rien dedans,
puisque les Grecs sont entrés tout simplement dans la place pour parler de paix, une paix que désirent les Troyens, le cheval étant le symbole justement de cette paix, puisque c'est une offrande à Athéna. Et voilà la raison pour laquelle Homère n'en parle pas, parce qu'il ne s'agit pas d'une ruse de l'intelligence, mais d'une ruse de la fourberie. Et le piège peut fonctionner. Et je voudrais vous parler de Calypso et de Circé. Mais juste avant, vous parlez d'Hélène de Sparte, et bien sûr d'Hélène de Troie. Donc, cette Hélène, je voulais vous en parler. Et celle de Nolan ne correspond pas à l'Hélène d'Homère. Il y a d'autres images qui surgissent sur l'écran. Il s'agit d'un autre moment essentiel, celui de l'île de Calypso, qui est, je vous le rappelle, le moment où, dans l'œuvre d'Homère, Ulysse apparaît pour la première fois, in medias res, comme je vous l'ai dit, au début de cet entretien, que je fais pour l'Institut Iliade, auquel j'appartiens, et qui fait que je me sens moins seul quand je parle des œuvres que j'aime et de Homère, qui est le symbole même de la civilisation dont je suis amoureux. Et je remercie les gens de l'Institut Iliade de participer au même combat qui est le mien, et à la volonté de conserver les œuvres de l'Antiquité grecque. Et donc, dans l'île de Calypso, Ulysse est donc dans une île avec la nymphe très belle Calypso. Il va y rester 7 ans. Et il est au fond dans l'île de la cachette, en marge du monde. Les charmes de Calypso expliquent peut-être qu'il va y rester 7 années. Mais Ulysse, régulièrement, face à la mer aux flots retentissants, est atteint d'une étrange maladie qui se nomme la nostalgie, c'est-à-dire la maladie du retour. Ulysse, la tête dans la main, comme tout mélancolique, comme c'est le cas dans toutes les représentations de la mélancolie, pleure son passé, et au passage, dans le film de Nolan, Ulysse est atteint de remords. Dis-moi ce qu'il te reste comme souvenir. Une remarque immédiate, quand Ulysse est chez Calypso, et Calypso ne ressemble pas du tout à celle qui est mise en scène par Nolan, n'a absolument aucun problème de mémoire. Bien au contraire, il est atteint de nostalgie et à la maladie du retour. Donc dès le début, il y a quelque chose qui est en porte-à-faux. Une épouse. Un fils. Ce qui n'a rien à voir avec l'œuvre d'Homère. Ulysse pleure son passé, mais rêve également d'un futur, incapable de vivre dans le présent. C'est l'essence même de la philosophie que l'on retrouve chez Aristote. Chaque être trouve sa juste place dans l'équilibre du cosmos, c'est-à-dire de l'arrangement. Cosmos, en grec, signifie l'arrangement par rapport au chaos. Et toute la philosophie classique présentera à partir de ce moment clé de l'œuvre d'Homère, et ça c'est ce qui manque dans le film de Nolan. Il n'y a jamais de lecture, il n'y a jamais d'interprétation, on reste à la surface des choses. La philosophie classique dira qu'il ne sert à rien de regretter le passé parce qu'il n'est plus, qu'il ne sert à rien de rêver le futur parce qu'il est improbable. Ce qu'il nous reste, et c'est la leçon d'Homère, c'est un présent qui certes n'existe plus au moment même où il est. À l'instant, regardez, je vous le démontre, je suis dans un présent qui coule et qui n'est déjà plus. Ce qu'il faut faire, c'est la grande leçon de la philosophie grecque, et c'est la leçon sans doute la plus importante, c'est élargir le temps présent. Carpe diem en latin n'est pas quelque chose de vulgaire, ça ne signifie pas profiter du jour, mais ça signifie cueillir le jour. N'oubliez pas que les dieux sont jaloux de nous parce que nous sommes mortels et que nous apprécions la beauté de la jeunesse parce qu'elle est justement éphémère. Je veux que tu me choisisses.
Ah non, ça va pas non plus, là, c'est du tout. Les prétendants, je m'en souviens parce que j'ai vu le film, dans l'Odyssée, les prétendants ne respectent aucun code de l'honneur, aucun code de l'hospitalité, le fameux don et contre-don, hein, sans oublier la part d'honneur qu'on donne aux dieux. Et ne respectant pas ces codes, cela permet à Ulysse, lorsqu'il est de retour, d'accomplir un massacre qui est peut-être de l'ordre de l'hybris, mais comme les prétendants ont commis des fautes vis-à-vis des dieux et des lois de l'hospitalité, Ulysse peut très bien être le bras de la vengeance. C'est comme cela qu'il faut traiter le thème des prétendants. Et donc, Ulysse retrouvera sa juste place dans l'équilibre du cosmos quand il sera de nouveau à Ithaque, et Athéna donnera, et dans le film on voit Ulysse à côté d'Athéna qui apparaît. Athéna donnera aux amants qui se retrouvent une nuit au présent élargi. Alors que Calypso est pleine de mystères, elle est mystérieuse, et elle appartient à un monde qui ne peut que nous faire rêver. Calypso est amoureuse d'Ulysse, et Ulysse n'est pas quelqu'un qui culpabilise et qui va faire une analyse d'ordre psychanalytique. Quelle mauvaise interprétation et quelle erreur grave de l'œuvre d'une œuvre la plus belle de l'Antiquité grecque. Calypso propose à Ulysse la jeunesse éternelle. Plus tard, d'après Lucien, Ulysse a regretté son choix, car Ulysse est en marge, comme je vous l'ai dit au début de ce petit moment, en marge du monde, et donc hors du monde des mortels. Et, vous l'avez compris, ce qui caractérise les héros grecs, comme l'a dit Hélène, et comme l'a dit Sappho, c'est par le choix de la mort, de la belle mort, que l'on conquiert la gloire, et donc la possibilité d'accéder aux rives du futur. Donc, Ulysse, et cette scène de Calypso est exceptionnelle, et les œuvres d'art que l'on vous montre sont signes de cela. Ulysse refuse la boisson que lui propose l'enchanteresse Calypso, la nymphe Calypso, et veut retourner, quitter l'île où il est prisonnier de la nymphe, hors du monde, en marge du monde, pour revenir dans le monde des hommes et donc des mortels, pour accomplir par ce choix un acte héroïque qui fera qu'on se souviendra de lui dans le futur. Voilà ce qu'il y avait à dire, me semble-t-il, sur Calypso. Ça va pas là. Là, ici, il y a, je sais pas si ce sont les Lestrygons ou les Cicones. Les Cicones, c'est la toute première épreuve qu'affronte Ulysse en quittant Troie. Il tombe sur des barbares qui finalement se révèlent d'excellents combattants qui pratiquent ce qu'il est convenu d'appeler la guerre hoplitique, au grand étonnement d'Ulysse, puisque les barbares, eux, ne connaissent pas l'art occidental de la guerre. Ou alors ce sont des Lestrygons, mais de toute manière, ça ne va pas, puisque ces personnages ressemblent étrangement à une bande dessinée ou à des dessins animés, plus exactement, de films venus d'Orient, où il y a des espèces de Robocop qui marchent d'une manière malhabile et maladroite, ce qui est le cas ici, et vraiment, je n'apprécie pas du tout ça. Vous l'avez compris, j'ai parlé de l'île de Calypso, l'île de la Cachette, parce que cette île révélait en arrière-plan des allégories. L'île de Calypso a été interprétée par les néo-pythagoriciens, par les néo-platoniciens, par Plotin, pour chercher des paysages en arrière-plan et pour chercher des symboles, ce qui montre la richesse de l'œuvre. Et j'ai aussi parlé de Calypso parce que c'est le fameux début in medias res, où, je vous l'avais dit tout à l'heure, Ulysse est dans l'île de Calypso et on ne sait pas ce qui est arrivé avant, c'est après qu'on comprendra à partir du moment où chez les Phéaciens, dont n'a pas parlé Nolan, il se met, après avoir pleuré, à raconter toutes les épreuves pour arriver à nouveau dans l'île de Calypso à la fin du récit rétroactif.
je note l'audace dans le récit d'Homère. Voici maintenant une autre île, l'île de Circé. Cette île, la mer infinie, crée une sorte de couronne. Et Circé est une enchanteresse, une femme aux pouvoirs extrêmes. C'est elle qui est capable de faire descendre du ciel les étoiles. Et quand on la décrit, elle a un visage d'une beauté extrême et elle a une chevelure aux cheveux de feu. Et il y a un passage dans les Argonautiques où on la voit sur la plage. Elle a fait un rêve où son palais était envahi par des flots de sang et détruit par un incendie terrible qui brûlait tous ses filtres, et elle se précipite vers la mer pour une sorte de catharsis, de purgation ou de purification, ça dépend dans quel sens on entend le mot catharsis, et elle voit arriver à ce moment-là Jason et Médée. Cette femme est belle, elle a des pouvoirs extrêmes, et elle peut changer des êtres humains en animaux. Et lorsque Ulysse arrive dans cette île étrange, ils sont tous étonnés parce que circulent des animaux, des lions, des loups de montagne, qui ne sont pas agressifs, curieusement, et qui s'approchent d'eux, et qui circulent dans une forêt particulièrement étrange, jusqu'au moment où ils arrivent vers le palais, au mur lisse dans lequel vit Circé, l'enchanteresse. Et juste avant cela, je vous précise que les compagnons d'Ulysse ont été transformés en pourceaux. Ulysse, qui n'est pas encore entré dans le palais de l'enchanteresse, Circé, rencontre Hermès, le messager des dieux, qui va lui proposer la triple parade dont parle Georges Dumézil, qui réfléchit sur le monde des Indo-Européens. La triple parade. L'épée pour la baguette, le serment des dieux lorsque Circé lui proposera sa couche, et l'herbe de vie, le moulu, au filtre de l'enchanteresse. Et il pourra donc affronter Circé, aux cheveux de feu, sans être soumis à ses pièges. Et il pourra, après être resté 1 an avec la belle Circé, et n'être pas tombé dans ses pièges, libérer ses compagnons qui ont été transformés en pourceaux. Or, et vous voyez très bien où je veux en venir, dans le film de Nolan, celle qui joue Circé, ou la Circé que l'on nous présente, ne ressemble absolument pas à l'enchanteresse aux cheveux de feu dont je vous ai parlé. Elle n'a pas ce regard magnétique, elle n'a pas cette capacité à nous faire basculer dans l'étrange et dans un beau qui peut nous foudroyer. Non. Elle est tout simplement, j'ose le dire, et c'est pour ça que j'avais dit avec Sylvain Guggenheim, l'œuvre de Nolan était le nouveau cheval de Troie, dont le but est de détruire les œuvres les plus belles de l'Antiquité grecque, en les transformant volontairement, en enlevant tout ce qui est de l'ordre des allégories, et en ajoutant des choses qui n'ont rien à voir avec l'œuvre telle qu'elle a été pensée par Homère, telle qu'elle a été interprétée, pourquoi pas, par Platon, par Plotin et par les néo-pythagoriciens. Circé, là,
considère que les hommes, les compagnons de Ulysse, étaient réellement des porcs avant même d'être transformés en porcs, selon les slogans des wokistes féministes qui considèrent les hommes comme des ennemis en tant que tels. Et la séquence où l'on voit les compagnons d'Ulysse transformés en pourceaux est d'une médiocrité extrême et surtout présente une réalité qui n'a pas lieu d'être. La belle Circé que vous voyez sur les œuvres que nous vous présentons, cette Circé-là, issue des rêves qui sont au cœur même de l'Odyssée, cette Circé de Nolan n'a rien à voir avec ces représentations que je vous propose. Et dans ces conditions, je considère réellement que ces deux moments, celui de Calypso et celui de Circé, ont été non seulement ratés, mais volontairement transformés. Voilà, Circé a été vaincue par la triple parade. Ulysse a passé 1 an avec la belle enchanteresse aux cheveux de feu, et il quitte Circé, qui lui indique qu'il doit courir devant le vent du nord pour atteindre les bois de Perséphone, qui sont reconnaissables à ses peupliers noirs. Et là, il va rencontrer Tirésias. Et c'est quelque chose d'essentiel que ce passage, qui a été, à mon avis, également métamorphosé d'une manière mauvaise, car il aurait pu être question des idées sur la nature de l'âme et sur son destin chez Homère, qui n'apportent aucun réconfort, illusoire. Le rapport à la mort est pur et lié à une morale, ou plutôt une éthique exigeante, et elle est cruellement belle. Et là, au contraire, dans le film de Nolan, il y a des images où l'on voit survivre les morts et on a l'impression d'assister à un film de morts vivants. Et là, n'est pas la question. Au contraire, il y a une réflexion d'une cruelle beauté sur la nature même de l'âme humaine. Le choix de la mort dont je vous ai parlé à un moment ou un autre dans cet entretien, la belle mort. Achille sait qu'en partant pour Troie, son nom sera prononcé par ceux du futur dans 2000 ans, mais il mourra jeune. Et ce choix est d'une pure esthétique, puisque l'immortalité est conquise par ce choix tragique, et c'est le poète qui fonde ce qui demeure, qui transmet au futur le nom de ceux qui ont dit des belles paroles et ceux qui ont accompli des actes nobles. Et à ce moment-là, surgit, et c'est quelque chose qui a été raté, et je ne comprends pas pourquoi. Il suffit de lire Homère et de ne pas le lire dans la traduction d'Emily Wilson, qui, comment dirais-je, ne traduit pas, mais trahit, sans faire de jeu de mots, qui trahit l'œuvre en essayant d'imposer par sa traduction une vision qui n'est pas celle d'Homère. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre réellement. Et là apparaît Achille. Et il y a là une véritable métaphysique et quelque chose qui est de l'ordre de l'allégorie, de l'ordre des symboles dont parleront plus tard Plotin et les néo-pythagoriciens. Achille dit à Ulysse qu'il aurait préféré être un simple serviteur à la lumière du jour qu'être ici un roi d'un peuple d'ombre. Voilà qui est mystérieux, qui est beau,
et qui aurait dû être traité de ce film. Alors, il y a une séquence que raconte Ulysse chez les Phéaciens, qui est à la fois terrible, inquiétante, un peu comme d'ailleurs l'affaire des Lestrigon, avec des géants qui ne connaissent pas le pain, qui sont donc des barbares. Puisque je vous ai parlé tout à l'heure du premier choix tragique de la mort, le refus de la jeunesse éternelle pour conquérir la gloire et l'immortalité autre. Il y a aussi dans l'Odyssée la première ruse liée à quelque chose qui pourrait ressembler à une note, j'ose le dire, même si le mot est anglais, à une note d'humour. Et cela a été raté par Nolan à propos de l'affaire de Polyphème. Et puisqu'il s'agit de mettre ces séquences en relation avec un tableau, je pense surtout à un tableau de Odilon Redon, qui représente le cyclope qui contemple quelque chose qu'on ne voit pas. Et le cyclope d'Odilon Redon ressemble étrangement à celui qui est mis en scène par Nolan dans le film, même si le trucage est plus que médiocre. Ce monde est fini. Ce monde est fini. Voilà la volonté de transformer ce film et de modifier son sens profond. Ça ne va pas du tout. Et surtout, l'impression de rester constamment à la surface des choses et quelque chose de tonitruant et de bruyant. La séquence que je vous propose pour terminer notre entretien est la suivante. Ulysse, à un moment donné, qui pratique cette fois-ci non pas la ruse de la fourberie que j'ai évoquée au début de l'entretien à propos du cheval de Troie, mais qui pratique la ruse de l'intelligence. Ce n'est plus Apathée, mais c'est Métis. Polyphème a découvert le vin, mais ensuite, il va devoir affronter la ruse subtile d'Ulysse, puisque Polyphème demande à Ulysse quel est son nom. Et Ulysse lui dit « Personne, mon nom est personne ». Plus tard, Ulysse, avec ses compagnons, réussissent à s'enfuir en se cachant au milieu du troupeau des moutons. Et quand Polyphème, dont l'œil a été crevé à l'initiative d'Ulysse avec un bâton durci dans le feu, Polyphème, découvrant la fuite d'Ulysse et de ses compagnons, jette d'énormes rochers vers l'endroit où il pense se trouver la nef d'Ulysse et de ses compagnons, et ses amis, les Cyclopes, demandent à Polyphème qui lui a crevé l'œil, et il répond « c'est personne ». Et donc, les compagnons du Cyclope se retirent, puisque personne n'a fait de mal à leurs compagnons. C'est le premier jeu de mots de l'histoire de la littérature en terre d'Occident. Et je voulais le noter et me regretter qu'il n'ait pas été traité par Nolan.